Pierre-Yves Caloc, qui est Chief Digital Officer de Pernod Ricard et qui nous accueille avec grâce cette année. Merci encore. Bonjour à tous et on est très content de vous avoir chez nous aujourd'hui. Je vais vous parler de ce qu'on fait concrètement chez Pernod Ricard avec de l'IA en partant sur un exemple concret, parce qu'on est en train de mettre l'IA au cœur de nos process principaux chez Pernod Ricard. Juste un petit rappel, on est le numéro 2 mondial des vins et spiritueux et on fait aujourd'hui 6% de notre chiffre d'affaires en France. Je vous laisse calculer la proportion complémentaire. Et notre business, c'est ce qu'on appelle chez nous les moments de convivialité. Donc c'est tous ces moments sympathiques que vous passez avec d'autres personnes pour célébrer, pour vous détendre, pour passer des bons moments avec des amis ou avec la famille. Et la complexité qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un portefeuille de marques extrêmement large. On a plus de 240 marques dans le portefeuille. Et les canaux de communication avec les consommateurs dans ces moments de convivialité augmentent en permanence. Le e-commerce a dupliqué le nombre de points de contact possibles entre le physique et le digital. Le marketing digital nous a apporté plein de canaux nouveaux pour pouvoir communiquer avec les consommateurs. Et donc la complexité à la fois pour les gens qui sont dans le commercial et dans le marketing, c'est de trouver comment est-ce que j'ai un touchpoint, un point de contact avec le consommateur qui soit le plus pertinent pour chaque marque, pour chaque moment. Donc, pour pouvoir adresser cette complexité qui continue d'exploser et puis avoir profité de notre avantage concurrentiel par rapport à notre concurrent qui est ce portefeuille qui est plus large, on a introduit de plus en plus de décisions qui sont basées sur la data. Et on a créé un certain nombre d'outils qui sont une combinaison d'expertise des équipes, de data et d'intelligence artificielle qui permettent d'avoir des assistants digitaux pour les différentes populations, marketing et vente. Donc, je vais commencer avec le point numéro 3 qui est sur ce slide. C'est la partie des actions qui sont prises en point de vente par nos commerciaux. Donc, dans le groupe Pernod Ricard, on a aujourd'hui plus de 5000 commerciaux dans le monde qui visitent quotidiennement différents points de vente, donc que ce soit des bars, hôtels, restaurants, discothèques, des supermarchés, des hypermarchés, etc. Donc, ce programme-là s'appelle D-Star. Comment est-ce que ça marche? Donc, concrètement, pour un commercial, le lundi matin, il va se connecter et il va avoir soit intégré dans son outil de Salesforce Automation, soit sur une application à part, la liste des 28 ou 32 ou 42, suivant les marchés, points de vente à aller visiter cette semaine et qui sont priorisés en fonction de l'impact qu'il va pouvoir avoir dans ces points de vente. Et ça, il va l'avoir tous les lundis matins. Donc, il peut décider de prendre les recommandations, d'en rajouter d'autres parce qu'il a une information complémentaire ou d'en enlever. Et on a aujourd'hui un taux d'acceptation de 85% des recommandations. Et quand on y réfléchit, c'est plutôt pas mal parce que le commercial, il connaît quand même très bien son territoire, il connaît très bien ses clients. Et les recommandations qu'on lui fait sont suivies à 85%, ce qui est assez énorme. La deuxième chose qu'on va lui proposer, c'est que quand il est en préparation de sa visite ou quand il arrive dans le magasin, on va aller lui proposer quelles sont les actions les plus pertinentes à prendre aujourd'hui dans ce magasin en fonction de plein d'informations. Donc je vais avoir évidemment les promotions qui sont en cours dans le magasin, qui sont à venir. Je vais avoir aussi des données sociodémographiques, la proximité d'un point d'intérêt, une plage, un parc avec un barbecue ou d'autres éléments. Et je vais pouvoir lui proposer donc l'action la plus pertinente qui peut être soit de référencer une nouvelle référence. Par exemple, là, on va lui proposer Havana Club 3 ans. Pourquoi? Et là, on va lui dire pourquoi. C'est-à-dire parce que le profil de ce magasin est similaire à ces autres magasins-là, parce que le
profils des consommateurs dans ce magasin sont de tel type, parce que le reste de la gamme est comme ça, etc. Et donc il va avoir non seulement une recommandation, mais aussi des arguments qu'il va pouvoir utiliser dans sa négociation, et donc il va être beaucoup plus à l'aise dans ses discussions avec le chef de rayon, par exemple, pour aller pousser les recommandations. Ça peut être aussi la recommandation d'aller regarder si le display pour la promotion en cours est bien présent, ou s'il va y avoir assez de stock pour la promotion qui arrive dans 3 semaines. Et là, pareil, on va lui donner des chiffres. Pour ce magasin, étant donné ses caractéristiques, voici le stock qu'il faudrait avoir dans le magasin pour ne pas avoir ni un surstock, parce que pour le magasin c'est un problème, ni un sous-stock, parce que les consommateurs vont être frustrés de ne pas trouver leur marque favorite. Alors comment ça marche de faire un programme comme ça ? En fait, c'est assez complexe. On a entre 39 et 53 points de data pour chacun des points de vente qu'on va aller visiter. On va aller faire du clustering des points de vente dans un pays. Donc, quels sont les éléments qui vont faire que des magasins sont similaires ou pas similaires. Des fois, on a des surprises dans un magasin qui va être au centre d'un petit bourg de la campagne qui peut être similaire avec un point de vente dans Paris pour différentes raisons, et donc qui se comportent de façon très similaire. Et on va aller détecter ensuite le potentiel qui n'est pas atteint dans chacun des magasins, et c'est comme ça qu'on va détecter en fait le potentiel d'impact de la visite. Ensuite, on a ce qu'on appelle une control tower, c'est-à-dire qu'en back-office, on a aussi des équipes qui vont déterminer, en ce moment, on a plus la priorité par exemple sur les promotions parce qu'on est un petit peu loin du budget, ou au contraire sur la construction à long terme. Et donc là, on va allouer en termes de priorité business le temps des commerciaux pour qu'ils se focalisent aussi sur des priorités qui peuvent être plus long terme que juste régler ou optimiser des ventes à court terme. Et donc le résultat, c'est des recommandations qui sont précises et qui sont vraiment personnalisées pour chacun des points de vente, alors qu'avant, en fait, les commerciaux, ils avaient un catalogue avec des PowerPoint imprimés qui, à la page 52, c'est un supermarché de plus de 75 mètres carrés. Donc voilà la gamme qu'il faut avoir. Là, chaque recommandation est personnalisée. Alors, quel est l'impact ? Le premier impact, c'est sur les équipes. En fait, les équipes sont plus confiantes pour faire leur travail au quotidien. On a même des gens qui avaient des propositions pour venir chez nous ou chez un acteur de la bière assez grand en France et qui ont dit, là, avec un outil comme ça, ça va être beaucoup plus agréable, plus intéressant de faire mon travail. Et une petite anecdote, c'est que j'avais prévu de garder 10% des commerciaux sans l'outil pour faire du A/B testing et pour vérifier que ma solution apportait bien du travail. Au bout de 2 semaines, ils ont été voir le comité d'entreprise en disant c'est inacceptable, on veut aussi l'outil. C'est la première fois que ça m'arrive dans des déploiements technologiques. Donc en fait, on a une vraie adoption et c'est un des outils sur lequel on a eu le plus grosse adoption. Deuxième, c'est qu'on va aller mesurer l'impact sur les ventes, donc sur des campagnes en particulier ou sur les ventes en général. C'est toujours important de mesurer en permanence cette partie de feedback loop. Et on a des résultats assez impressionnants. Donc là, on a pris un des meilleurs qui est aux États-Unis, où sur des extensions de gamme de Jameson, par exemple, on a eu des ventes qui ont augmenté de 81% par rapport à... Alors là, j'ai gardé pour l'instant des États aux États-Unis qui n'ont pas l'outil. Donc ça me permet de faire du A/B testing, mais on a trouvé d'autres façons de le faire pour mesurer cet impact business en permanence, et on a des résultats qui sont assez impressionnants, même au-delà de ce que je pensais au début quand on a lancé le programme. Alors, nos facteurs clés de succès pour réussir un de ces programmes, parce qu'en fait on en a lancé 4 en parallèle. Le premier, c'est que tout est basé sur du ROI. Donc on a choisi les programmes, donc on n'a choisi que 4, parce que sur le digital, on peut faire des centaines de choses, on peut se perdre assez rapidement, et c'est pas donné, donc il faut quand même avoir des moyens pour pouvoir les mettre en place. Donc tout est piloté par le ROI, le choix des programmes, mais aussi les nouvelles fonctionnalités qu'on va mettre dans l'outil, mais aussi le déploiement dans les pays. Donc aujourd'hui, j'ai 19 déploiements en parallèle de différents programmes sur différents pays. Et à chaque fois, on se pose la question, quel va être le ROI sur ce pays ? Est-ce que je déploie la Moldavie ou est-ce que je rajoute une fonctionnalité aux États-Unis ?
général, c'est les États-Unis qui gagnent. Parce que ça fait 25% de notre chiffre d'affaires. Mais on se pose ces questions-là en permanence et ça permet de bien prioriser les choses. Ça permet aussi, comme c'est les projets qui ont le plus gros ROI aujourd'hui dans toute la société, d'avoir ces projets qui passent en priorité. Parce qu'on a besoin de beaucoup de personnes pour faire ces projets. J'ai besoin des gens du marketing, du commercial, des insights, de la finance et évidemment mes équipes data. Et si tout le monde n'a pas ce projet en priorité, les projets ils prennent beaucoup plus de temps. Le deuxième, c'est qu'on a internalisé la partie d'expertise, c'est-à-dire qu'on a chez nous toute une équipe data qui est en charge de ces projets, ce qui crée énormément de confiance, parce qu'on a des pays qui avaient déjà des solutions mais externalisées, où c'est quand même un peu la partie boîte noire. Et quand on creuse maintenant, aujourd'hui, avec nos équipes, ce que faisaient avant les pays, avec des boîtes externalisées, on se dit, wesh. Après, c'est notre faute. On disait aux boîtes... je sais que tu me dis que le R2, donc le niveau de fiabilité n'est pas bon, mais je veux quand même un résultat. Et la boîte externe donnait quand même un résultat. Aujourd'hui, il y a des cas où on dit non, sur cette marque, je ne sais pas. Il y a des pays où on dit il n'y a pas assez de data, donc on ne fera pas de projet où on vous recommande n'importe quoi. Par contre, il y a des boîtes qui leur recommandaient des choses avant, on se demande comment ils faisaient. Donc il y a toute cette partie de confiance et on sait expliquer, donc on a mis la priorité à l'explicability de toutes les recommandations pour créer aussi cette partie de confiance. On a un sponsorship au plus haut niveau, donc on a la chance d'avoir un directeur général qui est assez penché sur le sujet de la data, donc qui a permis aussi de prioriser ces projets. Et le dernier point, c'est fail fast. On fait plein d'erreurs. Toutes les semaines, tous les mois. Il y a un des projets qu'on a lancé, on l'a arrêté au bout de 6 mois parce que ça n'allait pas du tout. On l'a repris 8 mois plus tard. Il y a des pays qu'on a arrêtés parce qu'on ne trouvait pas assez de données. Et il y a des features des nouvelles fonctionnalités en fait, qui ne marchent pas. Donc il faut savoir arrêter très rapidement parce que on a beaucoup de choses à livrer. Et c'est vraiment un mindset qu'on a mis dans l'ensemble de l'équipe. Donc pour faire tout ça et pour faire le lien avec la présentation précédente, on a recruté plus de 150 personnes en 3 ans pour pouvoir gérer en centrale et de façon distribuée. Donc on a ces équipes qui sont sur 4 pays différents, donc la France, les États-Unis, Inde et Chine, à la fois en centrale mais aussi dans les filiales. Donc on a besoin de data steward, nom que je ne connaissais pas en commençant le projet, et je leur ai dit on ne peut pas trouver un autre nom que les gens qui servent dans l'avion, mais non, c'est le nom sur le marché. Donc en fait on a des nouveaux profils qui sont arrivés dans l'entreprise, et au début on pensait qu'il fallait juste des data scientists, mais comme on a vu précédemment, en fait il faut aussi des data engineers, des machine learning engineers, des data analysts, etc. Des profils qu'on n'avait pas du tout chez nous. Donc en fait on a réussi à construire rapidement cette équipe, et comme tu disais juste avant, en fait les gens, on voit la grosse différence entre le début où on passait à 100% par des cabinets de chasse. Aujourd'hui, c'est que 30% des profils, parce que quand on a créé une masse critique, quand on a une société qui a des projets qui sont au cœur du business, etc., les gens viennent naturellement. On a un réseau, et aujourd'hui, 70% des gens, en fait, viennent, sur les postes, viennent sans cabinet de chasse. Mais il faut avoir créé cette partie de masse critique au début, et puis on fait très attention à cette équipe, donc j'ai dû violer une partie des règles de la DRH sur le recrutement, sur la rémunération, etc., pour pouvoir y arriver. Mais c'est aujourd'hui quelque chose qui est un vrai asset chez nous. On a la capacité de déployer de nouveaux programmes. Et voilà. Oui, justement, c'est la période des questions, là. Et tu dis, tu as 150 personnes. Et alors, ils sont où? Dans quelles équipes? Ils sont dans ton équipe data ou alors ils sont dans les métiers? Alors, en fait, j'ai toute la partie... c'est un mix entre les deux. Donc, j'ai une équipe data qui est assez large, donc qui prend la partie data science. J'ai la partie data engineering qui est côté IT. Et après, on a dans les directions métiers et dans les filiales une partie de data analyst. Et les data stewards, là, sont dans les filiales. Donc, c'est les gens qui vont aller vérifier que la data est bien encodée, etc. C'est un peu dur depuis Paris de lire des tickets de caisse en japonais. Donc, les gens, ils sont au Japon, etc. Donc, on a aussi créé, et on est en train de monter là-dessus. C'est pas encore fini parce que c'est pas facile. Mais on est en train d'équiper toutes les filiales avec les profils minimum en filiale pour pouvoir le faire. Une autre question ou on enchaîne? Oui, une autre question. Le micro arrive.
Merci, très intéressant. Juste une question en rapport avec les présentations d'avant. Comment vous stockez toutes ces datas? Est-ce que vous les stockez dans les filiales? Est-ce que vous avez un seul data hub? Comment vous agrégez toute cette donnée? Donc en fait, on a créé un seul data hub mondial pour tous ces programmes. Donc donc les modèles sont à 80-90% mondiaux et 10 à 20% spécifiques parce qu'il faut s'adapter à chaque contexte de pays. Donc les règles métiers sont un peu différentes, mais aussi les niveaux de granularité de data disponibles sont différents. Donc ça, c'est un peu le truc qui est pas cool. En fait, ouais, donc sur tous ces projets-là, on a centralisé dans un seul Chez qui un seul environnement. Donc, alors on est hébergé en termes de cloud, on est multi-cloud et on reste indépendant hein, parce que c'est un peu dur de négocier autrement. Et on utilise des solutions du marché comme Snowflake par exemple pour stocker les datas. Ok, on enchaîne avec l'avant-dernière présentation, mais vous êtes d'une sagesse. En plus, vous toussez presque pas. On peut l'applaudir. Oui, en fait, tousser, c'est toujours un signe d'alerte pour les gens qui organisent des conférences comme moi, parce que c'est là où on sent que les gens s'ennuient. Donc là, apparemment, ça va. Donc, notre avant-dernière intervention, mais pas la moindre, est Siddhartha Chatterjee, qui est Chief Data Officer du Club Med et qui parle avec